Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Christophe Viry de Generix Group. Donc bienvenue à cet événement organisé par l'Institut du commerce en partenariat avec Generix et Supply Chain Village. On va adresser aujourd'hui le sujet de la gestion collaborative des approvisionnements, comment la gestion collaborative des approvisionnements répond aux enjeux de la supply chain d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Xavier Huat, directeur général de l'Institut du commerce. On s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré pour certains d'entre vous, certainement. Je vais laisser Christophe parler de Generix un tout petit peu et ensuite je reparlerai de l'Institut du commerce. Donc Generix Group, c'est une société spécialisée dans la supply chain collaborative. À l'intérieur des différents services que l'on propose essentiellement dans le cloud, on a depuis presque une trentaine d'années une spécialité sur la gestion des approvisionnements en mode collaboratif, ou le VMI ou la GPA selon les acronymes retenus. Et depuis quelques trimestres, on relance cette activité en partenariat avec nos principaux clients stratégiques et on constate dans les différentes productions que l'on a pu avoir que c'est aujourd'hui véritablement un sujet qui colle aux enjeux de la supply chain. Et l'Institut du commerce que vous connaissez peut-être, certainement, j'espère, que vous connaissez peut-être un peu plus sous le nom ECR. ECR qui était donc l'ancien nom de l'Institut du commerce, ça a changé il y a 3 ans maintenant, et qui est toujours l'organisme qui regroupe industriels et distributeurs pour mieux répondre aux attentes des consommateurs et qui donc travaille naturellement beaucoup sur toute cette gestion collaborative des approvisionnements pour assurer le fait que les produits arrivent bien dans les points de vente ou sont bien livrés sur Internet. Et c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, forcément à cause du Covid-19. Mais les sujets dont on parle sont très très portés sur cette gestion collaborative des approvisionnements. Donc durant notre émission live, ce que l'on vous propose, c'est de venir sur 3 sujets. On va rapidement redonner une définition, un état de l'art de la gestion collaborative des approvisionnements. Et puis ensuite, on viendra confronter ce sujet, cette définition, cet état de fait aux enjeux actuels de la supply chain. Christophe, je t'interromps juste 2 secondes. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions en direct. On les adressera à la fin de notre intervention, qui va durer une demi-heure maximum. On les adressera à ce moment-là, et la présentation que vous allez voir que Christophe va dérouler sera disponible en téléchargement après l'émission. Donc l'origine de la gestion collaborative des approvisionnements, il est très ancien puisque ça date de la fin des années 80, 88 précisément, avec un test effectué entre Walmart et Procter & Gamble qui était dans une situation dite lose-lose et qui ont proposé à ce qu'un approvisionneur de Procter & Gamble s'installe dans les locaux de Walmart pour profiter des informations, pour partager les informations qui sont disponibles chez le distributeur. Les résultats ont été tellement probants qu'assez rapidement, ça s'est déployé sur d'autres industriels, avec un focus tout de même sur les produits à très forte rotation, les industries dites du FMCJ. Et ça a été ensuite reporté en Europe, en particulier avec la société Influx, qui fait partie du groupe Generix, qui a été intégré dans le groupe Generix. Donc on touche à cette question depuis 1990. Les principales pratiques, on va vous présenter 3 grandes pratiques de la gestion collaborative des approvisionnements. La plus connue, et celle par laquelle on peut débuter, c'est ce qu'on appelle le CMI ou le VMI, qu'on appelle en français la GPA. Le principe consiste à ce que le distributeur transmette à l'industriel toutes les informations dont il dispose en matière d'inventaire de stock, de situation de stock, d'encours, de manquants. Ces informations vont être utilisées par l'industriel pour tout d'abord calculer une prévision de consommation, en regardant les historiques de consommation, en regardant des aspects de saisonnalité. Une fois que cette estimation, prévision de consommation est faite, il va confronter cela à un certain nombre de contraintes, on va parler de mise en contrainte, pour faire une proposition de commande qui sera adressée au distributeur. Dans cette proposition de commande, la contrainte de calcul est faite avec quel est le stock existants, quelles sont les promotions, quels sont les accords, les seuils, les quotas qui ont été convenus. Et puis, des choses également très importantes, comment on va coupler cela avec la capacité de transport qui est disponible. Dans le modèle GPA, cette proposition de commande est adressée au distributeur. Il y répond par une commande ferme, qui dans 95-97% des cas est l'identique de la proposition de commande, ce qui fait qu'on peut aller parfois plus loin. On va aller vers ce qu'on appelle le VMI. Et dans le VMI, la proposition de commande est directement expédiée. Elle est donc directement acceptée par l'industriel. Il faut toujours avoir en tête que tout ceci se fait à travers un contrat de coopération qui a été établi entre les 2 parties. Donc on a bien des objectifs de niveau de service et on a des règles à respecter du côté de l'industriel.
Il y a beaucoup de variantes. L'une des premières variantes que l'on peut citer, c'est la GPA point de vente, où là, on va plutôt utiliser des informations qui viennent directement du niveau de stock et du niveau des réserves que l'on trouve dans le point de vente, mais toujours le même esprit, bien sûr, de vouloir tirer l'approvisionnement à partir de la consommation et de la demande consommateur. Le scénario qui suit, c'est le scénario qu'on appelle le pooling, ou bien la GMA pour mutualisation ou massification. Cette fois, ce sont des industriels qui vont se regrouper pour aller encore plus loin. Et d'ailleurs, pour améliorer les résultats, puisqu'on on en parlera plus tard, mais les résultats calculés sont encore meilleurs avec cette phase de pooling. Donc, dans la phase de pooling, les industriels se regroupent pour se donner davantage de chances, par exemple, de faire des camions pleins. En général, dans le modèle de pooling, on a un arbitre qu'on appelle un 3PL qui va travailler sur des propositions de commandes multigamme, multi-industrielles, qui va donc pouvoir se donner beaucoup d'opportunités de remplir les camions, de faire des camions mixtes, d'augmenter les fréquences, en couplant ça à ce qu'on peut appeler du multi-pick, donc le ramassage auprès des différents industriels, voire du multi-drop, la distribution sur plusieurs distributeurs. Et puis le modèle ultime, en tout cas parmi ceux qui ont aujourd'hui été expérimentés sur le marché, on a ensuite le modèle des stocks consolidés, des stocks massifiés, des centres de consolidation. On leur donne différents noms. Dans l'industrie, on parle de centres de regroupement ou de stocks avancés. Cette fois, c'est souvent l'initiative du distributeur qui est à l'origine ou de l'industriel qui est à l'origine du modèle. Et on va proposer à des industriels qui n'avaient pas les moyens d'avoir une performance logistique ou de transport importante, notamment parce qu'ils ont des volumes faibles, de se regrouper sous un entrepôt commun. Et à l'intérieur de cet entrepôt, eh bien, le distributeur va venir tirer la marchandise pour approvisionner soit ses points de vente, soit ses propres centres de distribution. Et là encore, puisqu'on multiplie les références sur lesquelles on travaille, eh bien, on va pouvoir optimiser le remplissage camion, réduire les coûts de picking, réduire tous les coûts finalement de logistique et de transport. On peut associer régulièrement à cela l'aspect consignation, c'est-à-dire que les stocks qui sont dans l'entrepôt consolidé sont toujours la propriété de l'industriel, ce qui donne bien sûr de la latitude financière aux distributeurs. Merci Christophe pour ce cours en 3 minutes qui était très très complet. Je voulais juste rajouter en fait le rôle de l'Institut du commerce, donc de ECR en fait, Institut du commerce dans tous ces process-là. Christophe l'a mentionné, 88 c'était les premiers acteurs de ce type de process. ECR en fait a formalisé un certain nombre de bonnes pratiques, de manuels de bonnes pratiques dans les années 90, dans les années 2000 et plus récemment. Et tous ces manuels de bonnes pratiques sont toujours disponibles sur le site de l'Institut du commerce, dans la médiathèque. Ils sont téléchargeables, on vous donnera les coordonnées ou on les enverra en fait à tous les participants pour que vous puissiez télécharger ça. Ces bonnes pratiques peuvent paraître un peu anciennes. On se dit oui, c'était en 90, c'est vieux, ça va pas. Les principes et les modalités de mise en œuvre en fait sont tout à fait identiques. Ce qui a changé, c'est la technologie qui est utilisée, ce sont les systèmes d'information. Et là, Générique, ça joue un rôle assez important là-dessus justement pour rendre ces process de plus en plus facilement utilisables et mis en œuvre par les différentes entreprises. Mais le point important, c'est qu'en fait, tout le corpus méthodologique existe et est disponible pour chacun. Donc en termes et sur toutes ces étapes-là, c'est-à-dire l'aspect GPA, CMI, VMI, la mutualisation, la massification, les stocks avancés, la consolidation, la consignation, donc toutes ces notions-là sont présentes dans différents corpus, dans différents documents. Et ça va un tout petit peu plus loin, j'ouvre juste ce point-là, Christophe, pour le moment, mais on en parlera plus en détail après, mais on est allé un tout petit peu plus loin au sein de CR il y a 3 ou 4 ans déjà maintenant, sur ce qu'on a appelé l'ultra-mutualisation, qui est en fait une mutualisation multi-industrielle, mais aussi multi-distributeur. Je n'ai pas d'exemple aujourd'hui à partager concret, en France en tout cas, mais c'est quelque chose en fait dont on va reparler après sur les enjeux auxquels répond les enjeux supply chain auxquels répond la gestion collaborative des approvisionnements. Ce qui est peut-être intéressant de rappeler aussi, c'est quelles ont été les grandes phases de déploiement de cette pratique, puisqu'elle est ancienne. De mon point de vue, elle est extrêmement actuelle par rapport aux enjeux
de la supply chain, mais on a connu, de mon point de vue, trois grandes étapes. La première étape ressemble au couple, parce que c'est toujours une question de couple, Walmart, Procter & Gamble. Ensuite, on a eu le couple Unisabi, Promodes en Europe, et puis ça s'est déployé. Ce modèle-là s'est déployé, d'après les études que CR ont publiées, sur environ 60% des professionnels du FMCJ, donc plutôt des grands groupes internationaux, et sur en moyenne 50 à 60% des produits qu'ils approvisionnent. Ce modèle a connu ensuite un peu de ralentissement, puisqu'il s'adressait principalement à des grandes structures, et puis certains distributeurs ne voulaient pas pousser le modèle trop loin. On a vu ensuite une accélération grâce au modèle mutualisé. Toute la partie mutualisation, consolidation a permis de faire venir des plus petits, des fournisseurs notamment sur lesquels on avait du mal à remplir des camions ou même à acheter des palettes complètes. Et puis, en troisième phase, ça a été analysé à partir de 2017 par des instituts comme AMR Research ou Gartner. Les choses se sont inversées, c'est assez intéressant à rappeler. Ce n'est plus l'industriel qui est sollicité, voire forcé par le distributeur pour venir dans un processus d'approvisionnement collaboratif, mais c'est plutôt l'industriel qui y trouve son intérêt et qui va solliciter les distributeurs partout dans le monde en leur proposant ce modèle, en démontrant qu'il est plus efficace et qu'il crée de la valeur. Alors, c'est pour appuyer là aussi sur ce point-là, cette histoire de la mutualisation au sens large a effectivement plusieurs étapes. Les grands groupes en fait s'y sont mis, les PME voire les TPE en fait, parce qu'il y a un exemple que j'ai toujours en tête qui commence à dater un tout petit peu, mais qui est très intéressant, de vraiment toutes petites entreprises dans l'agroalimentaire. C'était en Poitou-Charentes. Qui se sont rassemblés en fait pour mutualiser les livraisons sur des points de vente. Là, c'était même pas sur les entrepôts, sur des points de vente d'un distributeur, en l'occurrence Système U. Et la principale raison pour laquelle ce process a été mis en place, grâce à Système U qui a accepté ça finalement, c'est que ça a permis à ces toutes petites entreprises de continuer à faire du business. Autrement, ils n'avaient pas suffisamment de volume en fait pour pouvoir. Enfin, ils avaient du coup des coûts de transport totalement prohibitifs par rapport à leur activité économique. Et ils avaient également, pour certains en fait, qui étaient dans des produits frais, des questions de date limite de consommation qui faisaient que les commandes n'étaient simplement pas possibles pour un magasin. Le franco de commande était beaucoup trop élevé pour eux. Du coup, il y avait soit des coûts de transport trop élevés, soit de la casse produit, soit les deux. Et donc là, en mutualisant leurs approvisionnements pour un magasin donné, ça a permis en fait de réduire leurs coûts de transport, mais également de continuer à passer des commandes et à livrer en fait leurs produits pour le consommateur. Un autre exemple assez intéressant sur lequel les trois parties sont gagnantes, les trois parties, c'est les industriels, le prestataire de services que je vais citer et le distributeur. C'est une société avec laquelle on a travaillé qui s'appelle Quelltrade, qui a créé un modèle d'approvisionnement, qui a créé un catalogue de solutions proposées sur le format de la trémie ou de la vente en vrac. Donc elle a référencé un certain nombre de petits industriels qui étaient plutôt spécialisés dans l'épicerie fine. Elle leur a proposé une prestation logistique, donc ils vont stocker leurs produits sur des entrepôts communs. Elle va calculer l'approvisionnement pour leur compte, elle va leur proposer une prestation logistique et transport, et elle va pouvoir proposer à des distributeurs une nouvelle offre de produits à commercialiser, plutôt porteurs, avec des coûts logistiques et transports qui sont optimisés et qui auraient été impossibles à tenir pour un petit industriel sur des produits sur lesquels il y a peu de volume. Donc ça, c'est un bon exemple sur lequel le distributeur est gagnant puisqu'il crée de la fréquentation et il innove sur les gammes produits. Quelltrade crée un modèle économique avec une prestation de service, une prestation de sourcing, et puis l'industriel s'ouvre des marchés qui ne l'auraient pas pu s'ouvrir sans cette mutualisation. Alors ensuite, le point que je voulais souligner à ce stade, c'est avant de parler des enjeux réels, en fait, concrets que vous voyez là sur le slide, je vous ai parlé rapidement de l'ultra-mutualisation en disant que c'est une mutualisation finalement multi-industrielle, multidistributeur. Ça reste un exercice théorique aujourd'hui, mais qu'on a poussé jusqu'au bout, en fait, qu'on a vraiment simulé de manière concrète avec des chiffres réels de commandes et livraisons sur une région qui était le sud-est de la France. Et c'est cette étude qu'on a menée et qui là aussi est disponible en téléchargement sur le site de l'Institut Commerce. Le principe est de dire plusieurs industriels, aujourd'hui cette GMA, en fait, plusieurs industriels vont livrer un entrepôt d'un distributeur. Si on pousse la logique jusqu'au bout, et puis le distributeur va livrer ses points de vente.
on a poussé la logique en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas finalement un entrepôt multidistributeur dans lequel on va avoir les marchandises de plusieurs industriels, et là pour le coup ça peut être plusieurs dizaines d'industriels, mais cet entrepôt va livrer en fait tous les magasins, quelle que soit l'enseigne, d'une zone géographique donnée. Et donc cet exercice qu'on a appelé, enfin ce principe qu'on a poussé jusqu'au bout, qu'on a appelé ultra-mutualisation, c'est de la mutualisation multi-industrielle, multidistributeur. Je vous le redis, je n'ai pas d'exemple en tête aujourd'hui. Le seul qu'on pourrait avoir, en fait, c'est dans le surgelé, dans les produits surgelés, où la surface de stockage, les opérations de stockage, préparation, livraison, etc., coûtent naturellement plus cher parce que c'est du froid négatif, où là, on a tout intérêt, les acteurs ont tout intérêt, effectivement, à essayer de mutualiser les coûts pour que ça coûte le moins possible à chacun d'entre eux. Donc il y a quelques exemples. En Italie, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, c'est peut-être fermé, mais bon, c'est une autre histoire. En Italie, où il y avait un entrepôt mutualisé, industriel et distributeur, et il y a plusieurs distributeurs en fait qui stockaient leurs produits sur cet entrepôt-là, et plusieurs industriels. Et ça, c'est vraiment, c'est une possibilité d'évolution en fait de ces process mutualisés, collaboratifs, multi-industriels, multidistributeurs. On n'y est pas encore, on n'y sera peut-être jamais complètement, mais ce sont des idées, des principes en fait qui peuvent être pris sur d'autres possibilités. Alors si on revient sur la confrontation des bénéfices de la gestion collaborative des approvisionnements versus les principaux enjeux de la supply chain, on vous a proposé, on a recensé 7 principaux enjeux. On va donc essayer de les commenter en les illustrant par rapport aux bénéfices que peut apporter la gestion collaborative des approvisionnements. Sur le premier, qui est assez classique, mais qu'on a voulu remettre en exergue, parce qu'il est probablement d'une intensité sans précédent, c'est la pression qu'on a aujourd'hui sur les supply chains pour qu'elles soient à la fois performantes et tout en étant les moins coûteuses possibles. Rappelons dans ce domaine-là que la gestion collaborative des approvisionnements a des chiffres bien connus. Elle permet en général, sans aller jusqu'à la GMA, de réduire les niveaux de stock de l'ordre de 30%. Et on peut rajouter 20 à 30% parfois lorsqu'on passe sur un modèle de GMA. Elle va améliorer les taux de service. Alors les études sont larges, on passe de 1 à 3% de taux de service supplémentaires, ce qui va représenter des enjeux de chiffre d'affaires extrêmement importants, notamment pour les multinationales qui traitent de gros volumes. On a des clients qui ont dégagé plus de 100 millions de revenus supplémentaires grâce à cela. On va également travailler sur l'accélération des rotations, des fréquences de livraison, avec tout ce que ça entraîne d'intéressant, donc notamment en termes de fraîcheur produit. Et puis le dernier, sans être exhaustif, mais le dernier aspect extrêmement intéressant, c'est les niveaux de remplissage camion que l'on va optimiser, notamment grâce à la mutualisation et à l'accélération des fréquences, qui vont avoir bien sûr des impacts sur le développement durable et les politiques de RSE. Donc là aussi, il y a quelques exemples en fait qu'on connaît bien. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas forcément, parce que j'ai une impression forte en fait que tous ces process de collaboratif, mutualisation des approvisionnements, finalement se déploient bien plus que, en tout cas, nous, ce qu'on peut savoir, enfin moi, au sein de l'Institut Commerce, sont des pratiques anciennes, qui se sont mises en place progressivement, on l'a dit. Et puis il y a eu un petit ralentissement, mais je suis persuadé en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place ces pratiques sans nécessairement les publier partout, sans nécessairement le dire, et qui du coup amènent ces bénéfices en termes de coûts. On parle de 20 à 30% sur les coûts de diminution de stock, 20 à 30% de réduction des coûts de transport. Tout dépend bien sûr du point de départ. Si le point de départ est effectivement quelque chose de pas très optimisé ou avec des volumes en fait qui ne permettent pas, ce que je disais tout à l'heure pour des très petites entreprises, des volumes qui ne permettent pas d'avoir des coûts de transport intéressants, là le gain est assez conséquent. Moi j'avais des chiffres en tête de 40 à 50% d'économie sur les coûts de transport pour des très petites entreprises ou des PME. Donc le gain peut être très important, mais tout dépend du point de départ. Le gain sur les stocks est très important aussi. Il ne faut pas négliger la disponibilité des produits, parce que finalement, pour les consommateurs, ce qui est important, c'est de pouvoir acheter le produit dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et ça ouvre aussi en fait sur l'aspect de livraison B2C et de e-commerce, qui je ne vais pas vous faire l'histoire, mais qui s'est largement développé ces dernières années. Et ces principes d'approvisionnement mutualisé, de gestion collaborative des approvisionnements, s'appliquent aussi en fait à la livraison au consommateur final. Donc les distributeurs qui sont tous omnicanal pour aujourd'hui vont pouvoir également gérer ou utiliser ce type de pratique sur leur canal e-commerce.
Donc ça répond en fait à un enjeu sociétal, à un enjeu d'économie, bien sûr, mais également un enjeu RSE sur le remplissage des camions, comme tu l'as signalé. Parlons de création de valeur, puisque je pense que pour beaucoup d'industriels, c'est un moyen de créer des offres de services nouvelles. On est dans l'ère où les offres de services sont extrêmement importantes. On vend beaucoup de services associés aux produits. Donc il y a une citation qui a été faite par Gartner qui est Physical Product as a Services. Et donc c'est intéressant de considérer que ces outils de mutualisation, ces outils de prise en main finalement de l'approvisionnement de son client peuvent être proposés spontanément par l'industriel. C'est un élément pour lui pour se différencier. Il va proposer à son client, eh bien, je m'engage sur des produits qui seront constamment disponibles en tenant des niveaux de SLA qui ont été fixés, en baissant les coûts des activités de transport et de logistique. Donc c'est vraiment une offre différenciante qui peut être construite par des industriels et c'est pour ça qu'un certain nombre d'industriels aujourd'hui ont pris l'initiative d'aller proposer ce type de service, donc fournir as a service leur production. Je reviens encore une fois sur la partie e-commerce. c'est peut-être un peu une obsession là en ce moment, mais cette notion de gestion collaborative des approvisionnements, et je reviens aussi sur l'ultra-mutualisation. Je disais, en fait, il n'y a pas d'exemple aujourd'hui physique sur des gros entrepôts, sur la livraison B2B pour les entrepôts ou pour les points de vente physiques. Par contre, ces principes-là, en fait, dès le départ, on s'est dit dans ce groupe de travail qui a formalisé ce document que ça s'appliquerait plutôt bien à la livraison urbaine. Donc livraison des points de vente, donc des chaînes de distribution classiques en centre-ville, mais potentiellement aussi à la livraison au consommateur final. Et là, en fait, on a vu, du coup, dans ces dernières années, le développement, en fait, de toute cette logistique urbaine. On en parle beaucoup parce que ça se développe, on en parle beaucoup aussi parce que ça apporte, finalement, ce qu'on appelle des externalités négatives. C'est un peu difficile à dire, je suis désolé. Donc, beaucoup de circulation en centre-ville. On veut éviter tout ça. Les micro-hubs logistiques de centre-ville, qui soient juste à la périphérie des villes ou à l'intérieur de ces villes, finalement, peuvent être une application assez concrète et immédiate de ces centres de consolidation multi-industriels, multidistributeurs. Ce qui veut dire que la gestion collaborative, ce qu'on ne voit pas en fait quand on est consommateur final, ce qui se passe en amont, finalement, ces principes de gestion collaborative sont tout à fait adaptés à la gestion de la livraison urbaine, du dernier kilomètre ou du dernier mètre, peu importe comment on l'appelle. C'est vrai que le point commun à tous ces enjeux que l'on a référencés, c'est que pour les atteindre, on se rend bien compte que dans la plupart des cas, la mutualisation et la collaboration deviennent des éléments indispensables. Pas beaucoup d'industriels ou distributeurs peuvent en faire l'économie et donc on est sur un modèle classique de mutualisation des moyens qui va permettre d'avoir une supply chain qui soit collaborative et qui soit plus efficace. Peut-être pouvons-on redévelopper les aspects autour du RSE, parce que c'est effectivement un bon moyen de répondre à ces enjeux. Effectivement, sur la RSE, alors l'aspect très direct, c'est que effectivement le fait de mutualiser une livraison et donc d'avoir un taux de remplissage plus important d'un camion, que ce soit pour une livraison d'un entrepôt ou éventuellement, même si aujourd'hui c'est pas évident, une mutualisation pour livraison d'un hub logistique de centre-ville. Cette mutualisation va permettre effectivement d'avoir des camions mieux remplis et donc un impact RSE direct. Là aussi, on avait quelques chiffres en fait, qu'on avait compilés lors de cette étude d'ultra-mutualisation qui donnaient de l'ordre à peu près pareil que pour les coûts de transport, finalement, de 20 à 25% d'émissions de CO2 en moins. Donc sur l'aspect purement émissions de CO2, RSE, il y a un impact direct, positif. Sur l'aspect RSE, l'aspect plus attente des consommateurs d'un point de vue sociétal, on a également en fait un effet peut-être un peu moins direct, mais de perception en fait pour le consommateur. Ça fait référence aussi à une autre étude qu'on avait menée avec Générique sur les modes de livraison green. Donc qui en fait ces modes de gestion collaborative permettent également de très bien gérer ce qui se passe en amont de la livraison finale au consommateur.
Juste un point aussi, je reviens sur le point que tu mentionnais, Christophe, sur la collaboration, les bénéfices de la collaboration et le fait que l'industriel distributeur qui travaillent ensemble ont finalement des résultats meilleurs que ceux qui travaillent tout seuls dans leur coin. On avait fait une étude là aussi européenne il y a quelque temps sur les pratiques ECR, mises en place, enfin connues ou pas connues, mises en place ou pas mises en place par les entreprises. Et le chiffre qui était très intéressant, c'est que les entreprises qui avaient mis en œuvre ces pratiques collaboratives, parmi elles la gestion collaborative des approvisionnements, avaient en fait ressorti des bénéfices en termes de réduction de coûts, en termes de réduction de stock, en termes d'augmentation du chiffre d'affaires. Pour 95% d'entre elles, en fait, la mise en œuvre de ces pratiques collaboratives avait apporté des bénéfices. Ça, je crois que c'est important de le dire parce que finalement, le principe de cette collaboration, ça a changé pas mal dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, c'est plus répandu, ça paraît un peu plus naturel. Il reste toujours la confrontation commerciale entre les différents acteurs, et ça, elle restera de toute façon. Mais cet aspect de gestion collaborative est extrêmement important parce que ça permet effectivement aux deux parties de bénéficier, d'avoir des résultats économiques et environnementaux tangibles et concrets. Pour enfoncer cette idée, on vous a remis les résultats d'une étude qui a été publiée récemment par Gartner, qui est assez intéressante, puisqu'ils ont interrogé un peu plus de 200 responsables supply chain en leur demandant, parmi une vingtaine de modèles collaboratifs, une vingtaine de pratiques collaboratives, quelles étaient celles qui étaient les plus créatrices de valeur. La première, c'est le CPFR. Donc le CPFR, on va pas redévelopper immédiatement ce que c'est, mais ça intègre notamment la pratique du VMI, et le VMI arrive en troisième position, donc parmi une vingtaine de modèles collaboratifs proposés dans le domaine de la supply chain. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que parmi les organisations leaders dans leur domaine, il est premier dans ce classement. Alors on arrive quasiment au bout en fait de cette demi-heure de discussion. Christophe, je crois que tu voulais partager juste un point sur différentes solutions de Generix. Oui, donc vous indiquez avant de passer aux questions que si vous souhaitez aller plus loin, on a un certain nombre de supports qui sont disponibles sur le site, qui sont des livres blancs pour approfondir les sujets des différentes pratiques, donc les différents modèles qu'on a rapidement abordés, comment calculer son retour sur investissement et quels bénéfices on peut attendre, comment conduire son projet, et puis les basiques de la pratique de la gestion mutualisée des approvisionnements. Et je redis aussi qu'il y a un certain nombre de documents, je n'ai pas de slide pour vous le présenter, mais on vous enverra des liens pour les documents qui sont téléchargeables sur le site de l'Institut du Commerce, pour tout ce qui est mutualisation, GMA, CPFR aussi, VMI, etc., etc. Donc tout ce dont on a parlé, en fait, le corpus méthodologique est disponible pour tous. Donc, je crois qu'on peut passer aux questions maintenant. Oui, bonjour à tous les deux et puis merci pour cette présentation très, très fluide et très claire. Nous avons effectivement de nombreuses questions qui nous sont remontées, comme celle de Marie de Clermont-Ferrand qui nous dit quels sont les prérequis pour mettre en place le VMI, qui propose l'industriel ou le distributeur ? Ce qui est intéressant, c'est que les choses ont beaucoup évolué. Dans le passé, c'était effectivement plutôt le distributeur. Aujourd'hui, j'ai rencontré récemment les principaux distributeurs français. Leur position n'est plus dogmatique, ils sont extrêmement ouverts. Par contre, ils veulent des résultats mesurés avec des SLA. Donc en gros, soit c'est le distributeur qui, sur certains produits, sur certains fournisseurs, va vouloir proposer cette pratique, soit c'est le contraire, c'est l'industriel qui considère qu'avec ce distributeur, sur cette gamme de produits, il a plutôt intérêt à prendre la main. Après, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à respecter. Il faut tout de même travailler sur une certaine quantité de volume. Il faut bien sûr avoir des produits qui soient compatibles, donc c'est plutôt des produits à forte rotation, par exemple. Il faut aussi bien sûr s'engager dans une relation plutôt à moyen terme, parce qu'il y a des phases de pilote, il y a des phases d'investissement. Donc on le fait lorsqu'on souhaite aussi améliorer l'intimité et la confiance entre les acteurs. Juste rajouter un point, effectivement, et c'est ce que tu as dit en dernier, c'est pas un process en fait qu'on met en place juste pour avoir un gain immédiat et juste dans les mois qui viennent. C'est quelque chose qui engage sur le long terme, et donc il faut avoir c'est un engagement en fait de l'entreprise en tant que telle. C'est pas simplement le responsable supply chain qui va dire tiens, si je faisais ça, c'est pas mal, ça va me rapporter quelque chose, j'ai un projet cette année. Non, c'est vraiment quelque chose qui est engageant, mais qui rapporte des bénéfices sur le moyen et sur le long terme. Alors j'ai Jean-Pierre de Saint-Malo qui demande, donc vous avez évoqué le partage, les bénéfices tout à l'heure que
qu'on peut retirer du VMI, à qui profite le plus le VMI, le distributeur ou le fournisseur? Alors c'est une question récurrente, effectivement. Si on prend les chiffres purs et durs, il y a probablement un qui va gagner un peu plus que l'autre. Et je dis un par rapport à l'autre, distributeur ou industriel, et je ne me prononce pas nécessairement là-dessus. Je vais faire une réponse de Normand, mais les deux sont censés gagner quelque chose. Et là, c'est une discussion qu'il faut avoir très très ouverte, même si elle n'est pas si simple que ça, mais c'est une discussion très ouverte qu'il faut avoir entre l'industriel et le distributeur, de poser, je parlais de la situation de départ, donc de vraiment décrire en fait la situation de départ. Voilà la fréquence de livraison, voilà les volumes qu'on a, voilà le business qu'on a de manière générale, les conditions logistiques, etc., etc. Et de dire ce projet de gestion partagée des approvisionnements, de CMI, de VMI, va mettre un certain temps à se mettre en place. On estime, on projette en fait des bénéfices qui vont être d'un côté et de l'autre. Comment on va essayer de partager ou en tout cas d'équilibrer en fait ces bénéfices. Un projet tel que celui-là ne fonctionnera que si les deux parties vont gagner quelque chose. Ça peut être une partie pour qui ça va coûter un peu plus à court terme et l'autre qui va gagner beaucoup. À ce moment-là, il faut avoir la discussion ouverte de dire comment on rééquilibre ça, comment on partage ces bénéfices-là. C'est une discussion qui n'est pas simple, c'est clair. Ce qui est certain, c'est que c'est lié à la mise en place d'un contrat de coopération. Donc, selon la dureté des conditions que le distributeur ou l'industriel vont imposer, le modèle gagnant-gagnant va pouvoir être impacté. Si le distributeur souhaite à la fois des niveaux de service extrêmement élevés et en même temps appliquer des pénalités lorsque les niveaux de service ne sont pas appliqués, ça aura nécessairement une difficulté pour l'industriel. La troisième partie qui est gagnante, c'est aussi le consommateur, puisque le consommateur, il a à la fois plus de disponibilité dans les linéaires, il a souvent davantage de fraîcheur produit. On n'a pas parlé, mais on va aussi, dans l'approvisionnement, prendre en compte les DLUO des produits qui sont en stock, donc on va pouvoir accélérer la rotation et amener des produits plus frais dans le linéaire. Et puis, tout ceci a un effet bénéfique également sur l'aspect coût de la supply chain, l'aspect coût du transport, réimpacté ou pas sur le coût du produit vendu en linéaire, mais en tout cas, le consommateur est gagnant également, il ne faut pas l'oublier. Gilles, qui demande pourquoi la GPA est moins développée pour les MDD que dans les grandes marques. Très bonne question. Merci Gilles. Alors c'est une question, enfin je vais y répondre d'abord, mais c'est vrai que naturellement, il aurait fallu que ce process-là se développe plus sur les MDD que sur les grandes marques. Parce que finalement, c'est le distributeur qui engage sa marque, et les bénéfices, on en a parlé, c'est la disponibilité des produits dans les rayons, c'est donc le consommateur qui va trouver ces produits-là, c'est des baisses de coûts, etc. Donc c'est vrai qu'en toute logique, un distributeur devrait travailler ce process-là tout de suite, en premier, avec ses fournisseurs de MDD. En pratique, ça s'est effectivement moins fait dans ce sens-là. C'est peut-être, et là c'est moi qui parle personnellement, c'est peut-être lié à la durée des contrats avec les fournisseurs de MDD, le fait qu'un distributeur dise je veux avoir une certaine latitude de pouvoir changer au bout de 1 an, 2 ans, etc. Et donc comme ces process-là sont plutôt des process de moyen-long terme, ne s'engage pas en fait sur une discussion de ce type-là. Mais la réponse à la question pourquoi c'est moins développé sur les MDD, c'est peut-être parce que les contrats sont plus courts, peut-être parce qu'il n'y a pas ce partenariat qui devrait exister en fait sur du plus long terme. Mon avis sur ce sujet, effectivement, le VMI ou le CMI sont peu développés sur ce type de produit. Par contre, l'objectif souvent des centres de consolidation, c'est d'apporter de l'excellence supply chain ou de l'excellence transport à des filières parallèles. Donc les filières de premier prix, les filières de MDD, les filières bio, les filières éthiques sont souvent des filières sur lesquelles il y a beaucoup de fournisseurs et peu de volume. Et on les incite à venir sur des centres de consolidation. Et si on considère que ces centres de massification font partie de la gestion collaborative des approvisionnements, voilà, c'est pas du VMI, c'est pas du CMI, mais on arrive tout de même à optimiser le processus par la mutualisation. Sébastien nous pose en fait 2 questions. Est-ce que le processus peut être vécu comme une contrainte pour le distributeur ou le fournisseur ? Et l'autre question, c'est peut-on mettre en place ce processus en amont ?
vaste sujet, celui-ci. Ouais. Alors, sur la première question, est-ce que ça peut être vécu comme une contrainte ? Oui. Si c'est imposé, si c'est pas bien partagé, si c'est pas bien échangé en amont en fait de la mise en œuvre. J'ai un exemple en tête, je ne citerai aucun nom pour ne froisser personne, mais il y a effectivement eu dans l'histoire de la mutualisation qu'on a cité tout à l'heure, quelques exemples de centres de consolidation ou de mise en œuvre en fait, de process collaboratifs qui ont été plus imposés que mis en œuvre de manière collaborative justement. Et ça n'a pas fonctionné et c'était plus vécu comme une contrainte. Maintenant, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, ce type de process collaboratif, ça se fait à deux, voire à plus que deux. Mais ça se fait en tout cas à deux, industriel d'un côté, distributeur de l'autre. Donc si les deux ne discutent pas des modalités pratiques, des modalités de mise en œuvre, de la situation de départ, des objectifs partagés, ce sera vécu comme une contrainte. Donc pour éviter ça, il faut essayer d'en discuter le plus en amont possible pour que ça se passe le mieux possible. Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Je suis d'accord avec toi, mais une fois encore, on constate depuis 3-4 ans que les industriels prennent la main sur ces processus. Donc beaucoup considèrent que c'est leur intérêt de se différencier et de reprendre la main. Il faut peut-être un aspect qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est que quand l'industriel travaille avec ces outils-là, c'est-à-dire notamment avec toutes les informations qui lui sont mises à disposition, c'est pour lui une très bonne opportunité d'optimiser toute sa chaîne. Ça optimise sa chaîne de stockage, sa chaîne de fabrication, et ça optimise aussi la façon dont il va s'approvisionner pour produire ses propres produits. L'un des effets très bénéfiques aussi de la gestion des approvisionnements partagés, c'est la réduction des taux de litige. Il y a beaucoup moins de litiges puisque c'est l'industriel qui a la main pour approvisionner. Donc il ne va pas se mettre en situation de créer du litige. Donc ça a été longtemps perçu effectivement comme une contrainte, mais je pense qu'aujourd'hui ça l'est de moins en moins. Et je vois des grands groupes, on a des clients comme Pepsi-Cola, Coca-Cola, Nestlé, qui tout au contraire sont en train de rencontrer des dizaines de distributeurs en leur proposant, voire parfois en leur imposant, lorsque ce sont des plus petites structures de distribution, de rentrer dans ce modèle. Et sur l'aspect amont, pardon, sur la deuxième question, oui. Philippe, mais sur l'aspect amont, oui, ces pratiques-là peuvent se dupliquer en fait sur l'approvisionnement des matières premières ou du packaging, et ça sera donc. On a eu quelques expériences avec des clients. C'est assez rarissime. On a dû avoir 5 à 10 expériences, principalement sur ce que tu évoquais, les emballages. Didier, c'est une remarque. Alors je ne sais pas si vous la partagez. Il pense que les indépendants sont plus réticents. Alors les indépendants, on parle des grands distributeurs, Leclerc, Système U, Intermarché, seraient plus réticents que les autres, c'est-à-dire les Carrefour, Auchan, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui et non. Il y a peut-être une réticence perçue du fait de l'organisation même des indépendants, qui est beaucoup plus décentralisée, avec un assortiment de produits beaucoup plus défini localement, presque magasin par magasin, ou en tout cas région par région, qui fait qu'effectivement, un process comme ça, un process collaboratif, pour un fournisseur de marque nationale qui distribue sur toute la France, c'est plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il va falloir discuter avec autant de personnes qu'il y a d'organisations régionales ou même locales. Donc ça complexifie en fait les choses. Je ne sais pas si c'est une réticence voulue par les indépendants. C'est plus un mode organisationnel qui fait que c'est plus compliqué à mettre en place. C'est une question assez franco-française. Mais donc effectivement, si on regarde sur le panel de distributeurs en France qui sont en production avec nos clients, il y a effectivement moins d'indépendants que de groupes intégrés. Après, à l'échelle au minimum européenne ou internationale, quand on a des clients qui arrivent à déployer la GPA avec 400 de leurs clients, cet aspect-là est totalement lissé. Alors toujours Didier qui fait une remarque qui estime que les enjeux sont bien alignés avec ceux de la supply chain, mais qu'on ne parle pas de traçabilité. Est-ce que la traçabilité fait partie du processus ou pas ? Oui, c'était l'un des éléments que l'on n'a pas développé tout à l'heure, mais qui faisait partie effectivement des enjeux identifiés de la supply chain actuelle. Donc oui, bien entendu, ce sont des aspects importants. Les outils, on n'a pas beaucoup parlé d'outils, mais les outils qui sont utilisés aujourd'hui ont été repensés. Generix, qui est éditeur de solutions dans ce domaine, a repensé sa solution justement autour de la gestion de données. Donc la gestion des événements, la gestion des responsabilités dans les événements, les tableaux de bord. Donc on a une parfaite traçabilité de toutes les opérations qui sont réalisées
avec ce type d'outils entre l'industriel et le distributeur. Donc ça, c'est tout à fait important. Et la justesse des données est également extrêmement importante, notamment pour travailler sur des aspects de recherche de responsabilité. Pourquoi il y a un manquant? Qui est responsable du manquant? Ce sont des sujets très récurrents. Et c'est vrai que ce type de process, si on prend juste VMI ou si on prend juste celui-là, c'est finalement un point de départ pour une collaboration plus forte et plus intense entre l'industriel et le distributeur, qui va aussi être sur la gestion des données, sur la gestion du référentiel et donc sur la traçabilité du produit jusqu'au point de vente, voire jusqu'au consommateur final. On peut prendre une dernière question. Odile Doré nous demande je suis responsable d'une société. Je suis responsable logistique d'une société dans l'agroalimentaire. J'ai un ERP autre que Generix. Est-ce que je peux installer la solution de Generix indépendamment de mon ERP? Ah oui, ça n'a absolument pas de lien. Ce sont, d'une manière générale, les solutions collaboratives, et le VMI en fait partie. Donc le métier de Generix, c'est à la fois effectivement de proposer des solutions de gestion de la supply chain avec des WMS et TMS, mais c'est aussi de proposer des solutions de collaboration inter-entreprise. Ces solutions de collaboration inter-entreprise dont le VMI se plug sur le système existant. Il ne faut surtout pas avoir en tête en plus devoir modifier le système existant, que ce soit l'ERP, que ce soit la gestion d'entrepôt. Donc c'est prévu pour s'interfacer. Et donc il y a quelques interfaces, assez peu, mais notamment les master data, les informations de commande, les informations de stock sont puisées dans vos applicatifs. Et ça se fait d'ailleurs de plus en plus temps réel. L'une des innovations, c'est d'aller chercher en temps réel, avec des API, le niveau de stock lorsqu'on fait le calcul sous contrainte, par exemple. Alors une petite dernière quand même, parce que celle-ci est intéressante. Quels sont les seuils en termes de volumétrie ou de référence pour mettre en place la VMI? Autrement dit, est-ce que vraiment des PME, des très petites entreprises peuvent le faire? Il faut des volumes minimums, toujours pour cet aspect de camion plein. Donc effectivement, il faut à la fois des volumes minimums, et puis on conseille à nos clients de s'engager eux-mêmes sur des volumes minimums parmi leur volume d'affaires. Alors je suis d'accord avec ça, mais l'exemple que je citais tout à l'heure d'une TPE, c'était plusieurs TPE finalement. Voilà. Et donc le volume minimum, quand tu mutualises, tu atteins ce volume-là. Bien sûr. Donc c'est un bénéfice induit aussi, c'est-à-dire que tout seul, un process collaboratif d'une entreprise one-to-one comme ça, si l'entreprise industrielle n'a pas de volume suffisant, ça va être compliqué. Enfin, déjà, ça va être compliqué. Mais en se mutualisant, pas uniquement à deux, mais à plus que ça, là, on atteint ces volumes-là et on atteint le bénéfice. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a voulu ouvrir le débat et pas se focaliser sur le sujet de la GPA, mais bien identifier les différentes pratiques, la GPA, la GMA, les centres de consolidation. Et ce qui est intéressant également de constater, c'est que même pour des grands groupes, des clients comme Henkel, des clients comme Pepsi Cola, en fait, combinent selon les gammes de produits, selon les régions, selon les distributeurs. Ils vont à la fois faire une GPA traditionnelle et puis pour certains autres produits, ils se mettent dans des entrepôts mutualisés. Merci messieurs, donc beaucoup de questions, ce qui prouve quand même l'intérêt du sujet. Petite conclusion peut-être ? Effectivement, beaucoup d'intérêt sur ce sujet. C'est un sujet que Generix a choisi, je le disais tout à l'heure, de relancer en quelque sorte. En tout cas, on a choisi de reconstruire l'offre que nous avions sur ce sujet il y a à peu près 2 ans. Et on est très agréablement surpris. Effectivement, chacun des événements compte une grosse centaine de participants. Donc ça prouve bien, et on le voit en développant la question, que ça répond, et c'était le thème de notre démonstration d'aujourd'hui, ça répond bien aux enjeux actuels de la supply chain, même si c'est un processus qui a été imaginé il y a un certain nombre d'années, il a évolué et il colle parfaitement aux enjeux actuels. Et pour l'Institut du commerce, ça reste des sujets, bien évidemment, qu'on traite pas tous les jours, mais qu'on traite de manière très régulière avec nos adhérents industriels, distributeurs et prestataires. Donc c'est vraiment dans la pratique actuelle. Et qui illustre bien la collaboration entre l'industrie et le commerce. Exactement. Ah oui, tout à fait. Exactement. C'est certainement l'un des plus beaux exemples des résultats d'une collaboration industrie-commerce. Merci beaucoup messieurs, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci à vous. Bonne journée à tous.